Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, l'after, votre rendez-vous du lundi soir, 20h, rediffusion le mardi, 6h du matin et 13h, le premier bloc avec l'actualité de ce week-end, bien entendu. Et encore une fois, il s'en est passé pas mal de choses et on va analyser tout ça avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty, avec Michael Ngoy. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors vous l'entendez pour la dernière fois, cette fois-ci on l'espère, au téléphone et non pas depuis notre lieu de villégiature favori, à savoir Tête de Course à Nyon, qu'on retrouvera vendredi pour le before de premier bloc. Alors messieurs, comme d'habitude, eh bien on va faire un tour de table. On va commencer avec le coach, à savoir Laurent Perroton, à retenir évidemment de ce week-end. Laurent? Moi, alors, ce que j'ai retenu, c'est les deux aides. Le match hier soir, Zurich-Zug, et on a vu deux grandes équipes de hockey, un match exceptionnel. Ensuite, évidemment, pour la première fois, on a vu une équipe contrer Genève. On était au match avec Christian et on a vu un très bon Berne. Et après, je voulais parler de Lausanne avec Ward. Je voudrais parler du coach et de certaines décisions, de Pézanne, d'Ajoie. Et évidemment, pour finir avec Fribourg et Bienne, qui marchent très très bien sur cette reprise après la pause de l'équipe nationale. Alors Christian, allons-y avec ce match que vous avez vu en commun avec Laurent Perroton. J'imagine que vous l'avez retenu également. Ouais, alors exactement. Moi, j'avais noté le Berne nouveau parce que tactiquement, c'était juste parfait. Au niveau de l'engagement, c'était parfait. On sentait qu'il y avait un plan de match. Alors après, ils sont tombés peut-être sur un Genève au bon moment, qui était, comme c'est annoncé à la fin du match, hein. Ils étaient pas prêts. On a senti que c'était pas le Genève habituel, mais n'empêche que Berne était vraiment top. On a un peu revu l'équipe d'Allemagne, hein, vraiment incroyable. Tactiquement, c'était propre. Ensuite, moi, la même chose, Classico Z, magnifique. C'est un peu le play-off avant l'heure. C'était un match hockey total. On a tout vu, tout ce qu'on aime. Et je pense qu'on peut pas faire meilleure pub pour le hockey suisse. C'est-à-dire que moi, ce qui me peine un peu dans le week-end, c'est Ajoie. Parce que j'ai trouvé que, voilà, ils ont perdu beaucoup contre Lausanne. Le lendemain, contre Cloton, ils étaient pas bien. Et puis, Michael Ngoy, évidemment, avec 4 enfants à la maison, c'est compliqué d'aller dans une patinoire. Ouais, non, j'arrive quand même à me libérer, hein, en tout cas une fois dans la semaine. Non, alors comme c'est sûr que, comme les autres l'ont si bien dit, j'étais devant ma télé hier soir contre Zug et Zurich. C'était vraiment un régal. Honnêtement, c'est là où on se dit comment le titre va pouvoir échapper à l'une de ces deux équipes. Vraiment impressionnant. Zurich, impressionnant vraiment d'aller jouer à Zug. C'est pas facile, mais ils ont vraiment des joueurs de qualité. Ils ont une profondeur de banc assez hallucinante. Ouais. Et sinon, comme c'est sûr, Ajoie aussi des décisions un petit peu prises assez surprenantes. Ouais. Et puis à voir que Fribourg continue son petit bout de chemin sans être super flamboyant, hein, pas un énorme match à Lausanne, mais ils font le job. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils font pas un gros match, mais ils arrivent à avoir un week-end à 6 points, donc ça très positif. Alors visiblement, il y a une certaine unanimité, en tout cas sur le match d'hier entre Zug et Zurich, qui était effectivement le premier match revanche de la dernière finale du championnat. Moi, de mon côté, j'avais retenu un événement. Il y en avait bien d'autres, effectivement, vous les avez évoqués. Mais j'avais envie de parler du HC Ajoie et on pourrait peut-être ouvrir cette fois-ci cette émission avec Ajoie. Et moi, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé à l'occasion du match d'Ajoie, c'est cette mode qui est en train de s'emparer des entraîneurs maintenant, de jouer une prolongation en enlevant
son gardien. Alors, j'avais envie de parler de ça avec vous, de développer un petit peu ça ce soir, parce que ça se voit de plus en plus souvent. Pour moi, la question est, Péchan a voulu jouer à l'entraîneur moderne, mais est-ce que les circonstances d'aujourd'hui à Porrentruy lui permettent de jouer à l'entraîneur moderne, justement? Je vous écoute, messieurs, je ne sais pas qui veut intervenir en premier lieu. Allez, allons-y avec Laurent. Moi, je voulais... oui, évidemment, j'ai vu le match. Et puis, c'est surtout l'après-match. Parce que ce qui s'est passé après-match, après cette prolongation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ajoie menait 2-0, ils se font remonter. Il y a 5-2 à un moment donné, ils reviennent à 5-5, donc il y a l'euphorie. Et du coup, en prolongation, Pézanne décide de sortir le gardien. Et puis, ils perdent le match avec la cage vide, un goal de Boson. Il rentre au vestiaire, il y a une grosse altercation. Il y a vraiment une grosse altercation avec les joueurs. Il est vraiment pas content d'avoir marqué 5 goals et d'avoir perdu ce match à domicile, mais il leur met une bordée assez longue. Et moi, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai eu un peu les échos de ça. Et ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, j'ai regardé le match à Bienne. Et là, ça m'a vraiment beaucoup inquiété. Parce que si on peut dire qu'il y avait rien du tout, mais il y avait absolument rien du tout. C'est-à-dire que plus d'âme, plus de vie sur le banc. Le coach les bras croisés, les joueurs pas de communication entre eux. Et je crois qu'il a voulu jouer à l'entraîneur moderne, mais sur la situation, quand tu es revenu à 5 contre 5, au pire tu vas au penalty. Au pire, tu vas au penalty. Mais tu tentes pas des choses comme ça. Ajoie est extrêmement décroché. Faut rappeler que Lausanne est 13e, Ajoie 14e. Là, il y a un wagon d'écart maintenant. Et cette défaite va faire très très mal. Et pour finir, pour laisser la parole aux autres, j'ai fait une petite statistique. Le dernier goal de De Vos, ça remonte au 22 octobre à Fribourg. Il y a eu ce fameux match surnuméraire où la décision qu'a pris Pézanne, et moi en tant que coach, je l'aurais pris aussi, c'est-à-dire de le mettre dans les tribunes parce qu'il n'était pas content de ses performances et de la façon dont il jouait, le temps de jeu, etc., le jeu sans puck, etc. Il a rejoué après. Il a fait une deuxième assistance en 4 matchs, alors qu'il a 22 points. Donc là, il y a vraiment une cassure. On en avait parlé avec Mika en disant c'est un gros risque qu'il a pris. Mais en plus, avec ses décisions de coaching comme contre Lausanne, plus le fait qu'il leur mette une bordée après et que le lendemain, il fasse un non-match à Bienne, je crois que la saison va être très très longue. Et il me semble qu'il va y avoir des décisions qui vont devoir être prises. Autrement, on avait parlé de ça, on avait dit qu'on pensait qu'Ajoie allait se maintenir même contre Holton. Là, je suis un peu plus inquiet aujourd'hui. Alors là, il y a donc 2 thématiques en une concernant Ajoie. La première, c'est donc le coaching de Péchan avec la fameuse sortie de son gardien en prolongation, et puis la situation elle-même d'Ajoie. On va peut-être quand même commencer par ce qui peut paraître le plus anecdotique, mais qui a quand même eu son importance, c'est donc cette fameuse prolongation jouée sans gardien. Je ne sais pas entre Christian et Mickaël qui veut intervenir en premier, c'est peut-être Mickaël. Ouais, alors... On peut se permettre ce genre de choses, mais quand on a 10 points d'avance au classement, pas quand on a besoin de points, justement. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'alors, il faut regarder qui c'est qui joue. Excusez-moi, je dénigre personne. Ajoie, c'est une équipe que j'ai du plaisir à suivre. On sait que s'ils ont quelques bons joueurs, mais tu peux te permettre de sortir ton gardien à 4 contre 3 quand tu as un Chervenka sur la glace, quand tu as des joueurs qui sont capables de maîtriser le puck, mais pas une équipe comme Ajoie. Tu ne peux pas. Je veux dire, tu sais que tu as une qualité de certains joueurs. Je leur nomme encore Chervenka. Tu sais qu'on va poser un powerplay. On sait qu'ils vont garder le puck à 4 contre 3 pendant un bon bout de temps. Donc là, pourquoi pas? Donc déjà de 1, ils ont pas, peut-être pas pour dénigrer les joueurs, mais peut-être pas la qualité qu'il faut. Surtout, ils n'ont pas la confiance pour le faire. Ils n'ont peut-être pas les joueurs pour le faire non plus. Le contexte ne permet pas non plus. Pour moi, c'est, je sais pas, un petit peu, moi, en tant que fan, si je suis fan, je suis à la patinoire de Porrentruy, je le prends un petit peu ça comme un manque de respect. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qui on est. Ils ne peuvent pas se permettre dans la position dans laquelle ils sont de sortir le gardien, alors qu'on sait pourquoi pas aller jusqu'au penalty. Pour moi, de revenir de 3-5 à 5-5, c'est un bon point. Pourquoi pas d'aller mener la chose au penalty, alors que là, c'est du pur 50-50, alors que là, c'était carrément de la folie. C'est pour ça que, pour moi, c'est totalement incompréhensible. Après, la situation dans laquelle il se trouve, je n'ai pas tellement d'infos de la part de l'intérieur de l'équipe pour savoir s'il y a des problèmes avec l'entraîneur ou pas, mais c'est vrai, comme l'a bien dit
Avant Laurent, j'ai eu beaucoup de soucis. Je me fais beaucoup de soucis quand j'ai vu le match le lendemain à Bienne. Ce premier goal de Olofsson, ils sont 2 contre 4, vraiment où il y a Offer et Olofsson dans la zone offensive et il y a 4 joueurs à Joulot et on arrive à percer cette défense comme ça, vraiment passivement. Je me fais vraiment beaucoup de soucis. Ouais. Pour aller dans le sens de mes deux interlocuteurs, en fait, j'ai pensé la même chose. En fait, c'est-à-dire, j'ai dit exactement ça. Tu peux pas faire ça avec les joueurs que tu as à jouer. Tu peux pas te permettre de sortir ton gardien. C'est la roulette russe. Tu fais pas tous ces efforts pour finir à la roulette russe. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je veux dire, bon, déjà, je pense que nous, on le comprend pas. Moi, pour être honnête, on a parlé avec Laurent après le match. Je me suis dit, mais Pézane, il veut se faire virer. Il a déjà un contrat ailleurs. Parce que là, honnêtement, je comprends pas. C'est vraiment pas cohérent. Ensuite de ça, pour aller toujours dans le sens de la cohérence, si tu fais ça et que tu perds, tu peux pas en plus par-dessus mettre une branlée à tes joueurs. C'est pas possible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu les as tués. Le lendemain, il y avait plus personne. Parce que les gars, je pense que si nous on le comprend pas, les joueurs ils le comprennent pas plus. À un moment donné, t'as plus de chances d'aboutir au penalty qu'en sortant ton gardien. Je veux dire, on met en plus, sans être méchant, les gars qui sont sur la glace à 4, tu leur mets une pression de malade alors qu'ils viennent de faire une remontada. Moi, j'avoue que je pense que Pézane, on voit qu'il n'a pas l'habitude de coacher une équipe de bas de classement avec des talents restreints où il faut bosser, où chaque but, chaque remontée est acquis à la force du poignet et au moral. Et en fait, si tu veux tuer le moral de ton équipe, tu fais un mauvais choix et derrière tu perds et par-dessus tu leur mets une branlée. Et je pense que le lendemain on a vu le résultat à Bienne. Oui, puis rajouter, on en a beaucoup parlé dans cette émission, c'est de plus en plus criard. C'est pas le bon profil pour cette équipe. C'est pas le bon profil parce que il a une façon de gérer l'équipe qui est pas adaptée aux joueurs qu'il a à disposition. Et quand on voit que Valentin Pilet, avec sa suspension, est un joueur qui manque énormément à cette équipe, ça montre aussi que c'est quand même un joueur qui a joué toute sa carrière en Swiss League. Ça montre aussi que les difficultés intrinsèques à titre individuel de cette équipe. Donc là, il a complètement tué son équipe en prenant cette décision. J'ai écouté Vauclair qui parlait le lendemain à Bienne que le coaching staff en avait parlé. Mais je suis désolé, en interne, ça devrait pas passer. Et c'est une décision grave de conséquence parce qu'on va voir la suite. Hein. Ils ont une suite de championnat qui est très importante. Demain soir, ils jouent Cloton. Et après, ils vont à Zurich. Donc là, attention. Vraiment, là, on est vraiment sur la pente savonneuse. Bon, messieurs, apparemment, le premier bloc vient de soulever on va pas dire un lièvre, mais enfin, on lance, franchement, parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup de choses à ce niveau chez nos collègues, que ce soit de la presse écrite ou parler au télévisuel. Donc, on pose clairement aujourd'hui la question, le premier bloc pose la question, est-ce que Péchan est à sa place au HC Ajoie? On est d'accord avec ça? Et on va passer au sujet suivant. Pour alléger un tout petit peu tout ça, parlons de vrai hockey sur glace. Enfin, quoique c'était du vrai hockey sur glace, mais parlons du match d'hier entre Zurich et Zug. Messieurs, encore une fois, en voyant ce match, je me suis dit, voilà, ça, c'est ce qu'on a envie de voir toutes les semaines. Et finalement, quel que soit le classement des équipes qui ne sont pas forcément des équipes de tête, eh bien, on peut avoir des matchs qui ressemblent déjà presque à une finale, ce qui veut dire que ça relativise quand même complètement le classement que l'on a au terme d'une saison régulière. Ouais, bah complètement. On a vu beaucoup de choses offensives dans la qualité, mais c'est le timing, la vitesse d'exécution, la qualité technique des joueurs, le hockey sense. Il y avait tout. En plus, le match aurait pu être encore plus génial avec ce hors-jeu limite où Zug revient à 5-5. Ça aurait été une fin de match, un troisième tiers complètement fou. Là, finalement, il y a un coach challenge. Après, il y a une pénalité et puis Zurich fait la différence 6-4. Et après, Zurich a joué très intelligemment défensivement. Mais la qualité, l'intensité et la jouerie, quel plaisir et que de bons joueurs sur la glace. Et la différence, pour moi, c'est faite au niveau défensif sur la qualité intrinsèque des défenseurs. Hein. Il manquait deux très bons l'étranger, 2 très bons défenseurs, Gross et puis Hanson du côté de Zug. Et du côté de Zurich, on avait tous au monde. Donc, ils avaient vraiment 5 défenseurs expérimentés du côté de Zug. Et je pense que ça s'est quand même joué là-dessus sur des petits détails. Et dès qu'il y avait un surnombre, dès qu'il y avait un bad checking qui était pas au point,
il y avait tout de suite une situation, soit un goal, soit une situation dangereuse avec un bel arrêt du gardien ou une finition un petit peu hasardeuse. Mais la qualité du match, quel plaisir. On était sur le plateau, on avait des séquences. On peut au maximum par rapport au temps qu'on a à disposition, environ 7 séquences. Des fois, on a dû en couper, on était à 16-17 séquences. On voulait faire des séquences analyses, on n'avait même pas le temps tellement qu'on avait de choses. La dame qui était avec nous au Viserti là, qui coupait les séquences, à un moment donné, elle était à une séquence, il y en avait 2 à couper derrière. Elle a dû passer une sacrée nuit, parce que je peux vous dire qu'elle avait des sueurs sur le front. Donc non, un match exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ouais, Mickaël. La preuve qu'on n'a pas besoin d'attendre les playoffs pour avoir de gros matchs, quoi. C'était un peu un match hors norme pour la saison régulière avant Noël. Ouais, c'était vraiment un match de toute qualité. C'était vraiment un plaisir, même en sachant, je crois qu'il y avait 3-0 à un moment donné. On savait très bien que ça allait pas finir comme ça. On savait très bien que Zurich n'allait pas passer. Bon, même si c'était les 3 premiers goals, il me semble que c'était 3 autogoals, un petit peu malchanceux. Mais rien qu'à l'image du 3 ou 4e goal zurichois, vraiment, on sort de la zone en 1 seconde et 3 secondes après, il y avait un goal. Vraiment un énorme jeu. Je crois que c'était Texier sur Riedi, sur Wallmark. Vraiment du tic-tac-toe. Vraiment, la séquence est à découper depuis derrière le goal, juste après, montre en main, 5 secondes après, c'est un goal. Là, on a vraiment tous les joueurs de Zurich, on a vu qu'ils ont une profondeur de banc vraiment assez hallucinante. Et là, on arrive à avoir une équipe qui joue, qui arrive toutes les individualités arrivent à bien jouer. Vraiment, là, on a eu tout le monde qui a participé. Et là, dans ce genre de situation, quand on a une profondeur de banc comme ça et que tout le monde joue bien, ça peut faire très, très, très mal. Genoni, il en prend 6, mais honnêtement, si vous regardez bien les goals, il y a de la malchance. Il n'y a pas grand goal où c'est vraiment une boulette, comme on dirait. Donc vraiment du hockey de toute haute qualité. Et là, on voit que Zurich remonte en force. Ils ont quelques matchs en moins et ils arrivent à être, mine de rien, 3e du classement. Sur ce rythme-là, honnêtement, sur ce qu'on voit et ce qu'on a pu voir sur le début du championnat, on se dit comment ces 2 équipes ne peuvent pas arriver, en tout cas en finale. Christian, Oui, Laurent, allez-y. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que dit Mika sur la profondeur de banc. Je vous donne juste quand même un exemple. Le 4e bloc, c'était Alex Spar, Abdelkader et Souris à Zug. Et à Zurich, c'était Diem, Barofner et Baltisberger. Vous imaginez un peu la profondeur de banc, mais c'est quand même hallucinant. Et quand j'entends certains clubs romans, on vise le titre, regardez le match de hier soir. Et puis, vous allez peut-être revoir vos ambitions à la baisse, parce que sans faire de pessimisme à outrance, là, je suis désolé. En plus, il y a des joueurs. Abdelkader, il a très très peu joué sur les 2 dernières saisons, mais quand il va retrouver son rythme, c'est un animal, c'est un animal dans les bandes. Donc, du coup, les équipes sont très très bien construites et ça m'étonnerait pas de revoir une finale Zug-Zurich. Ouais, pour les romans qui envisageraient éventuellement d'être champion, pour ça il faut marquer des buts. Il y a eu des buts hier. Là, on a été servi. Justement, tiens, Christian Ponty, si on fait un parallèle, moi j'ai envie de faire un parallèle puisqu'on parle de club roman. Là, je pense à Fribourg évidemment. Si on fait un parallèle, j'ai l'impression par contre que ce qui manque à Zug aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu à Fribourg et ce qu'avait aussi Fribourg l'année passée. Et à Zug cette année, il manque la petite chose qui permettait justement de faire la différence. Aujourd'hui, il manque encore à Zug ce petit brin de chance, ce petit brin de folie, je ne sais pas, de confiance en soi qui permettait à Zug de faire la différence, parce qu'hier Zug aurait aussi pu remporter ce match contre Zurich. Ouais, alors attention, je pense qu'il faut c'est relatif, faut pas oublier que ça commence par 2 buts de gag. Déviation, c'est des sortes de chance. Maintenant, c'est clair que ces buts, ils ont été provoqués par la chance. Et contrairement justement, alors très bon exemple avec Fribourg qui souvent a la possession de puck, qui fait du cycling mais qui tire jamais au goal. Eux, ils se sont pas posé de questions, ils ont directement attaqué le net et ça a payé. Mais c'est quand même 2 déviations, il faut dire chanceuses. Et je pense que sans ce début Zurich, le match aurait été encore plus serré. Pour moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que moi j'ai trouvé que c'était un peu du hockey total dans le sens où il y a aucune équipe qui avait peur de perdre hier soir. Ils avaient juste envie d'attaquer tout le temps. Et même quand ils ont gagné, il n'y a jamais une équipe qui a bloqué la zone neutre. Pourquoi ? Parce que c'est 2 équipes qui arrivent tellement vite dans la zone qu'ils ont une force de pénétration qui est juste magnifique. Et du coup, c'est pour ça que je parle de hockey total. On a vu des revirements dans les 2 sens
des fois sur le même chiffre, il y avait 3 attaques avec shoot au goal. C'est assez rare au championnat suisse. C'est aussi lié au fait que c'est pas justement un match éliminatoire, donc on peut se permettre de jouer comme ça. Parce que je pense que si tu risques de prendre 1 ou 2 dans la série, tu vas peut-être pas jouer pareillement. Moi, il y a encore un truc que je vais mettre en avant, c'est Riedi, parce que encore une fois, Riedi joue sur le premier bloc. Il me fait beaucoup penser à un gars comme Chervet, dans le sens où il a un impact physique. Alors il est moins dur. Par contre, il met que des goals importants. C'est le gars, la pièce importée avec 2 stars. C'était un gars qui était annoncé sur le 3 ou 4e bloc depuis le début de saison. Il est aligné sur le premier bloc. Et hier soir, il est encore juste important. Il met le premier goal, il met un 2. Parce que, en fait, quand on dit le tic-tac-toe, c'est un goal magnifique, mais regardez le timing de Riedi sur la passe. Le gars qui marque, là, il a plus rien à faire. Il a tout fait. Riedi, pour moi, voilà, exact. Et Texier fait juste, sur la longue passe, Texier fait un amorti de passe incroyable parce que c'est un espèce de flip papillon et hop, il te le prend, il redonne un peu propre. Et puis c'est vrai, ils ont traversé la patinoire en 2 secondes. Et au final, Riedi avec un timing incroyable, et surtout que c'est un joueur qui a un impact. C'est pour ça qu'il me fait penser à Chervet. Il a un gros impact physique dans les bandes, et il est au service des 2 stars, et il est juste fantastique. Et moi, je pense que lui, s'il peut y avoir une surprise au championnat du monde avec certains NHLR, ce sera Riedi. Ouais. Et justement, Laurent, si je ne me trompe pas, depuis la reprise d'après équipe nationale, Riedi, c'est 3 matchs, 3 buts, je crois. Exactement. En tout, il a 8 goals, 7 passes, 15 points. Et vous vous rappelez, on en avait beaucoup parlé au Festi Hockey. On nous avait dit, un célèbre agent m'avait dit, ouais, il est pas bon. Et moi, il m'avait marqué. Je l'avais trouvé exceptionnel contre les Allemands parce qu'il a joué physique. Ah, mais je lâche. Ah, on l'a perdu. On vient de perdre Laurent. Non, mais en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que l'agent n'était pas bon parce que c'était pas son agent. Voilà, on vous retrouve Laurent Perroton. Mais vous avez été coupé, donc reprenez, depuis l'agent. J'ai été coupé. C'est l'agent qui m'appelait en fait. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup, et c'est important, et surtout au niveau international. Donc moi, je pense qu'il faut. Ah, alors on a encore une fois perdu. C'est un appel important. Oui, à mon avis, il ne doit pas être très content du côté du Jura. Voilà, on vous retrouve encore une fois. Ouais, il arrête pas de m'appeler. Je voudrais juste revenir sur le line-up quand même. Hein. Ouais, allez-y. Parler une petite déception pour moi, et en plus, il fait partie de ma nationalité, mais Texier pour l'instant c'est insuffisant pour moi. C'est insuffisant dans le langage, dans l'attitude et surtout dans les qualités individuelles, ce qui doit faire plus des différences. Mais quand même, ça commence à venir. Mais si vous regardez un petit peu Zug, c'est le champion en titre. Hein. Ils ont perdu l'étranger là, Klingberg. Ils ont été chercher Abdelkader. Mais si vous regardez les 3 premiers trios, c'est Cédric, Martini et O'Neill. Et ça commence vraiment à très très bien jouer dans la jouerie. Ensuite, vous avez Kovar, Hoffman, Simeone, qui est une des meilleures lignes du championnat, si ce n'est la meilleure. Et puis Santele, Herzog et Zender. Et on a parlé du 4e bloc. Et de l'autre côté, vous avez Walmart, Texier, Riedi, L'Amico, Hollenstein, Bodeman, Andrighetto, Sigrist, Azevedo. Donc, vous voyez un petit peu la qualité de cette équipe, des 2 équipes là. C'est juste hallucinant. Donc, et on parle pas de la défensive. Hein. Donc, je peux vous dire que quand ces équipes vont être à plein régime, moi, j'avais parlé de Zug en Ligue des Champions contre Munich, où Munich a joué extrêmement dur. Et ce qui m'a vraiment surpris, je pensais qu'ils étaient capables de le faire, mais ils ont répondu physiquement. Et ils ont joué encore plus dur que Munich et ils les ont annihilés sur la vitesse et sur l'intensité physique. Et du coup, voilà, on va vivre un championnat passionnant, mais là, on a vu 2 grandes équipes et ils sont quand même encore favoris. Allez, une dernière précision, Michael, encore par rapport aux commentaires de Christian et de Laurent. Non, alors honnêtement, je vais garder ça court. Hein. C'est sûr que ces 2 équipes-là, elles sont vraiment en dessus du lot. On a vu Zurich, comme d'habitude, hein, qui commence la saison tranquillement. Avec ces matchs en retard, on les voit pas tellement parce qu'ils sont 6, 7, 8, mais on voit qu'ils ont 3, 4 matchs en retard. Puis finalement, quand ils rattrapent ces matchs en retard, ils sont là, solide 3e. Même, ils ont encore 1 ou 2 matchs en moins. Et Zug aussi, c'est une équipe qui va monter aussi. Je pense que Zug a encore une plus grosse marge de progression parce que là, on a des Hoffman
On l'a vu plus dominant que ça. Hein. Et puis là, à un moment, je pense qu'il va finir par exploser. Kovar, il est bon, mais encore, je pense qu'ils ont encore une belle marge de progression. Donc là, ils sont dominants, mais ils sont pas prêts à la fin de la saison. Et juste pour ajouter, je pense qu'ils vont aller chercher un défenseur étranger encore pour remplacer Hanson. Et du coup, là, ils seront vraiment extrêmement complets. Tiens, puisqu'on parle de défenseurs et de défenseurs étrangers, je vais me permettre une petite parenthèse puisque vous avez évoqué Texier tout à l'heure au sein des TTC Lions. Il y a un international français qui vient d'être libéré par Nefke Kimik que c'est Johan Ovitu. Alors on sait que celui-ci avait eu, je crois, quelques contacts déjà avec la Suisse par le passé, alors qu'il était déjà en Finlande et avant de partir à la surprise générale en KHL. Est-ce que selon vous, un gars comme Johan Ovitu, que certains sites français annoncent déjà de retour en Finlande, pourrait faire l'affaire dans un club suisse? Je l'imagine. À joie. J'y ai pensé. Là, il pourrait éventuellement, mais il a eu une carrière linéaire. Il a été même vraiment dans les top défenseurs en Finlande. Maintenant, il a eu des grosses blessures, etc. Donc, c'est un risque. Mais moi, je crois qu'il adore la vie nordique. Et puis il espère retourner en Finlande. Donc, bon, à Porrentruy, c'est un peu le style. Il a un choix à faire. ouais, c'est un peu différent quand même. Mais non, mais après, il va peut-être être sollicité. Je sais pas qui est son agent. Ça fait partie aussi dans le monde professionnel. Des fois, tu as des connexions qui te permettent d'aller dans un pays ou l'autre. Mais je crois que sa préférence, ça serait de retourner quand même en Finlande. Voilà. Je crois qu'il est finlandais d'origine. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a des attaches. Il a des attaches finlandaises. Il a des attaches, mais c'est le cousin de Bougro qui joue à Cloton. Ah bah. Ok. Bah voilà, comme ça on saura tout. Voilà, on referme cette parenthèse. Johan Ovitu, donc, qui pourrait peut-être, pourquoi pas, intéresser un club suisse comme Planète Hockey, l'évoquait hier en prenant connaissance justement de cette information. Bon, on clôt ce chapitre. On reparle maintenant des clubs romans. On vous laisse encore une fois le lead. Laurent, on commence par. Moi, je voulais commencer par Lausanne. On a beaucoup parlé des entraîneurs, des changements d'entraîneurs. Donc, on a vu Söderholm qui s'est fait rouler dessus par Luca Gianninazzi avec Lugano et qui venait d'arriver, qui a eu un week-end difficile. Et on les a vus jouer à Genève et on a vu vraiment une différence de mentalité, une différence au niveau tactique. Ils jouaient un 1-2-2 mais avec beaucoup de permutations. Donc ils étaient toujours en vitesse et ils ont bien quadrillé la zone neutre et Genève a eu beaucoup de mal à rentrer avec le contrôle du puck. Donc on a vu cette amélioration-là. On a vu l'amélioration du côté de Lugano où un jeune entraîneur suisse a réussi à faire jouer comme il faut Lugano. Et maintenant, Ward, je voudrais juste parler de Lausanne parce que j'ai été un petit peu interloqué, puis j'espère que Mika va rebondir parce qu'il connaît très bien les joueurs sur lesquels je vais parler. Sur le line-up, on perd contre Cloton 1-0. Je vous rappelle la situation. Il y a Yelovac qui va dans la bande, dans le coin chercher le puck. Il y a un Rim côté opposé. Frick qui sort devant la cage, qui essaye de couper la ligne de passe, qui se fait battre par le puck. Le gars sort du coin, fait la passe dans le slot, goal 1-0. Fuchs prend pas son joueur au marquage. Le match d'après, on va à Joie. Yelovac qui est un gros bonhomme, qui est quand même deuxième scoreur de l'équipe chez les défenseurs avec 10 points, avec un plus-minus à +5. Quand on connaît certains joueurs comme Fuchs par exemple qui a -12, on se dit que par rapport à son équipe, il fait un bon début de saison. On le met surnuméraire. Et moi, ce qui m'a interloqué, c'est que Yelovac a donné une interview la veille où, en gros, il explique que Edlund, c'était fabuleux, que le changement d'entraîneur a fait vraiment du bien à Lausanne et que ça a amené une structure et qu'il y a beaucoup de prise de conscience à titre individuel. Et là où je suis pas vraiment d'accord avec lui, c'est qu'il dit que lors des derniers matchs, il y a une amélioration. Ils ont quand même 4 victoires, 2 en prolongation et 6 défaites. Donc moi je trouve que l'amélioration par rapport au contingent à disposition n'est pas encore là. Et donc on met Yelovac en tribune et j'ai eu l'impression que la sanction, c'est pas sur le match de Cloton, il prend une ou deux pénalités, mais c'est sur ses déclarations. Parce que tout de suite après, il est surnuméraire et quand on s'aperçoit que Ward, il est présenté comme un grand communicateur, qu'il est proche de ses joueurs, etc. Quand on connaît Yelovac et la confiance
qu'il a à disposition. On sait que c'est un mec qui donne un peu des fois quand ça va pas pour lui et qui doit progresser au niveau mental. De le mettre en tribune sur un match capital à Ajoie, par rapport au début de saison, je ne comprends pas. La dernière question après, c'est le changement constant des lignes et on enlève Fuchs, Ria et Sekatch, qui est la ligne qui marche le mieux, pour mettre les 3 étrangers ensemble. Et puis du coup, on met cette ligne-là sur le 3e bloc avec Boson, Ria, Fuchs et Boson. Donc moi, je vois pas d'amélioration et j'avais beaucoup parlé, on avait beaucoup dit le process, il avait beaucoup parlé de process. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la communication, on va étudier les joueurs, on va apprendre à connaître les joueurs, on va être proche des joueurs. Et là, ça va pas et on commence à sanctionner et à mettre des joueurs en tribune ou à descendre et à changer le line-up constamment sur des défaites. Et là, je suis un petit peu inquiet. Je suis un peu inquiet sur le profil du coach. Est-ce que c'est vraiment un communicateur? Est-ce que c'est vraiment un gars proche des joueurs? Et j'étais un petit peu interloqué par le choix des line-up et puis surtout le jeu. On parle de Soderholm qui a fait progresser son équipe. On parle de Gianni Nagy qui a fait progresser son équipe. Et là, moi, je vois pas vraiment beaucoup de modifications du côté de Lausanne. Ouais. Même si je partage complètement votre propos, on va quand même rappeler, notamment concernant Jelovac, que c'est une supposition, évidemment, qu'il ait été envoyé en tribune en raison de ses déclarations. Hein. Ça reste une pure supposition, on va dire ça comme ça. Ah de non, notre part. Hein. Il a annoncé surnuméraire. Et la veille, il y a un article de journal où il dit certaines choses. On fait le lien. Et par rapport à son début de saison, je suppose qu'il y a peut-être un lien. Peut-être que c'est un choix sportif. Mais quand tu vas à Ajoie et tu sais que la position d'Ajoie, qui vont venir très très fort, que ça va frapper, que ça va jouer dur, et ils perdent 2-0 au bout de quelques minutes, tu te demandes pourquoi Jelovac n'est pas là. Bon, c'est juste ça que je d'accord. Mais moi, j'essaie de contrebalancer aussi un peu le propos parfois. Alors, Mickaël, on vous écoute. Non, alors il y a ce que dit Laurent est juste. Hein, c'est vrai qu'on ne sait pas des choses, mais quand on sait que quand même Igor Jelovac, c'est le défenseur le plus régulier, la bonne surprise depuis ce début de saison. Je pense que c'est un des seuls joueurs qui joue au max de sa confiance. Honnêtement, c'est une très très bonne surprise. Hein. C'est un joueur à vocation défensive. Il a des points, il fait des goals, il est gros, il peut démonter des gaillards. Honnêtement, c'est vrai que pourquoi raison sportive de le mettre hors surnuméraire, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Donc pour moi, c'est prêt. Alors je dis pas que c'est peut-être à cause de ces déclarations, mais il y a peut-être quelque chose d'autre que nous ne savons pas. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'infos de l'intérieur du vestiaire, mais ce choix me paraît aussi un peu bizarre, sachant que c'est vrai que Lausanne, on sait que c'est une équipe qui a besoin de bien jouer défensivement. Une équipe qui est à la 13e place du classement avec un défenseur qui a plus 5, c'est une excellente statistique. Et tu dois le faire jouer. Tu sais que Ajoie, soit ça passe, soit ça casse. On sait que ils sont capables de ne pas marquer de goal pendant beaucoup de matchs, mais ils sont aussi capables d'en marquer beaucoup. Quand tu sais que tu dois travailler sur ton secteur défensif, il faut mettre tes gars en confiance. Après, encore une fois, je l'ai dit, il y a sûrement des choses que nous ne savons pas. Mais tout comme Laurent, je suis vraiment étonné de la tournure des choses que ça a pris avec Igor. Mais sinon, je pense, est-ce que Lausanne va mieux ou pas? La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut encore, à mon avis, j'essaie d'être positif, de laisser un petit peu le bénéfice du doute au coach, parce que c'est vrai qu'un système à mettre en place, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Moi, je dirais qu'il est encore un peu tôt pour prendre des conclusions par rapport à ça. Laissons-lui le bénéfice du doute. On fera d'ici quelques matchs, peut-être 1 ou 2 semaines, voir si ce qu'il veut mettre en place comme système, si tout d'un coup ça va prendre ou pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste difficile. Alors, Christian et Laurent veulent intervenir. Laurent d'abord, on vous écoutera plus longuement, Christian. Juste une petite précision sur Jelovac, c'est 22 minutes de temps de jeu. Hein. Donc, et on le met surnuméraire sportivement. Hein. Et on emmène Sidler, qui a eu très très peu de temps de jeu sur les derniers matchs, et on emmène Holdener, qui est un attaquant de formation. Donc, quand je parle de communication et d'être proche des joueurs, c'est donner de la confiance aux joueurs. La confiance t'amène à avoir des résultats individuels qui amènent le collectif à avoir de meilleurs résultats.
Et je crois que bien connaître Jelovac, c'est lui donner de la confiance, parce qu'on sait que quand il est en confiance, il joue très très bien. Il fait l'une de ses meilleures saisons au début de saison depuis qu'il joue en National League, et de le mettre en tribune, j'espère qu'il y a une réelle raison, parce que il est très important de l'avoir en confiance, ce joueur. Christian Ponty. Ouais, alors moi je vais faire du Laurent. Moi je trouve qu'à Lausanne, tactiquement, il se passe rien. C'est-à-dire qu'autant Berne, on a pu voir un changement, en Lugano avec Gainadi, on a vu un changement. Et c'est pire que ça, parce que finalement, quand t'as pas de confiance, la première chose que tu fais pas, c'est d'enlever ce qui marche bien. Alors déjà, de splitter la ligne avec ces catchs du premier bloc qui cartonnait, c'est pas une super idée. Ensuite, pour moi, j'ai quand même beaucoup de peine à comprendre pourquoi Pedretti a terminé 13e attaquant, alors que le jour d'avant, il met 2 points à Joie, il est en confiance, enfin. Et là, il est 13e attaquant. Donc, moi, je sais pas, faut m'expliquer. Peut-être que c'est la mode en Amérique du Nord de punir un gars. Je sais pas ce qu'il a fait dans le vestiaire pour mériter d'être 13e attaquant. Peut-être c'est un choix tactique. Mais moi, je veux bien, mais un choix tactique qui doit être payant. Parce que là, pour moi, alors, pour être franc, j'ai une seule satisfaction du côté de Lausanne. C'est l'attitude de Sidler sur le powerplay, que j'ai trouvé excellente. Il marque un goal, mais surtout, il le fait jouer en taille patron alors que c'est un jeune. Ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'il faut pas dire seulement les choses négatives. Mais le reste, c'est incompréhensible. Et surtout, c'est comme je dis, il se passe rien. Est-ce que tactiquement, on a vu une différence? Est-ce qu'il y a des joueurs qui, pour moi, c'est ce qu'on disait, Jelovac, avant la pause équitable, c'était la satisfaction. Et le gars, il le bench. Moi, j'ai beaucoup de peine à comprendre ça. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui fait l'équipe? Et juste pour Pedretti, c'est un joueur très important, hein. C'est un joueur d'énergie. On l'a vu dans les différents clubs où il est passé. Il met 2 goals très très importants qui permet à Lausanne de revenir dans le match à Ajoie. Et d'un coup, il se retrouve 13e attaquant derrière mon ami Ronald Kellings. Moi, je suis Pedretti, je comprends pas. Je comprends pas, parce que c'est un joueur qui a un bon contrat, qu'on a été chercher dans une très très bonne équipe du championnat, et aussi bien Ugly que Pedretti, avec des contrats à longue durée, il faut qu'ils jouent et il faut les développer. Et même s'ils ont Pedretti à un certain âge, c'est un joueur qui est important. Et contre Fribourg, on sait que Fribourg, et Mika connaît très très bien cette équipe, on sait que Fribourg, si tu joues un peu dur, si tu es un peu rugueux, ils aiment pas trop. Pedretti, je pense qu'il peut amener ça, et comme quand on a perdu Douai, etc. Dans l'équilibre de l'équipe, ces joueurs-là manquent. Et là, j'ai vraiment pas compris. Après un excellent match, il commence à prendre de la confiance, il joue pas le lendemain, il se retrouve 13e attaquant. C'est pour ça que j'ai mis des doutes sur Ward. Voilà, messieurs. Eh bien, il nous reste 20 minutes pour évoquer les autres clubs romans. Je vous rappelle que vous écoutez le premier bloc, l'after. Nous sommes ce soir, pardon. Décidément, j'ai de la peine avec les horaires. Nous sommes ce soir en compagnie de Laurent Perroton, de Christian Ponty, de Michael Ngoy. Puisque vous venez de parler de Fribourg, Laurent, on va enchaîner avec une équipe qui, l'air de rien, sans marquer de but, est quand même 4e du classement. Oui, les étrangers, ça va un petit peu mieux. C'est pas flamboyant, mais ouais. Au niveau statistique, ils ont fait quelques points. Ils ont fait quelques points lors du week-end, donc ça va un peu mieux. Kokanen, Delarose, Rask a marqué. Sorensen, c'est une énigme, hein, 2 points en 7 matchs. C'est toujours insuffisant, et c'était lui le remplaçant numérique de Di Domenico. Donc ça, c'est un vrai problème. Après Marchand, c'est un peu mieux. Et après, ce que j'ai aimé du côté de Fribourg, évidemment la solidité défensive, on l'a beaucoup remarqué dans cette émission, mais surtout l'alternance des gardiens. On a fait un peu jouer le deuxième gardien, et puis les 2 gardiens Meyer, les 2 gardiens ont fait leur job, et Hughes encore très très bon. Donc voilà. Après, ça reste insuffisant pour moi offensivement. Marchand qui a repris un peu de confiance, qui a marqué. Motet qui a marqué un goal encore litigieux où il y a quand même, à mon sens, une faute au départ sur Frick. Donc voilà. Mais ils font le job, ils gagnent leur match, et puis ils sont en haut de classement. Donc pour l'instant, finalement, même sans avoir un jeu très très conquérant,
on arrive à gagner les matchs, mais surtout en s'appuyant sur l'aspect défensif. Oui, quand je dis bof concernant les étrangers, c'est qu'effectivement, notamment lors de ce match contre Lausanne, c'est quand même Motet qui, malgré ce but litigieux, effectivement, comme vous dites, enfin ça c'est pas de sa faute, mais c'est Motet sur passe de Schmitt et de Yecker, donc triplette suisse, qui débloque la situation. Puis c'est vrai que Rask, Desharnais et Delarose sont les trois autres buteurs de Fribourg-Gotteron. Mais moi je parle de façon plus globale. Moi quand je vois des étrangers sur la glace, j'ai envie qu'ils soient de vrais leaders. Or, j'ai l'impression de voir un Sorensen qui est peut-être le seul à aller le plus directement au but, mais les autres se cherchent encore. Kouokanen, il pense encore un tout petit peu trop à lui. Du coup, il en perd de son efficacité, malheureusement. Delarose, il est là. Finalement, encore une fois, ce sont les arrières étrangers que je mettrais plus en évidence de Fribourg et pas vraiment les attaquants. Sans vouloir la tête de qui que ce soit, bien entendu, mais c'est encore insuffisant, à mon sens. Largement même. Si vous comparez avec d'autres étrangers. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré la entre guillemets sous-performance des étrangers, on n'a pas un Fribourg flamboyant, mais on a un Fribourg 4e du classement. Donc il y a vraiment une énorme marge de progression. Hein. C'est vrai qu'au niveau des étrangers, pour moi, c'est pas assez. C'est vrai que Desharnais, il est tout le temps là, il fait le job. Je crois qu'il a 14 points, c'est pas sa meilleure saison, mais quand même, il est là dans les moments clés. Mais carrément, je pense au niveau des autres, pour moi, c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on attend des étrangers. Malgré tout, ça tourne. Malgré tout, ils enchaînent les victoires. Défensivement, c'est 21 matchs, 44 goals de reçus seulement. C'est vraiment très très bien. On arrive, malgré le fait que ce Berra soit absent, à vraiment avoir une énorme révélation qui est Connor Hughes, qui, selon moi, sera peut-être un autre thème, mais qui aura de la peine à le re-signer. Mais malgré tout, il y a quand même vraiment ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a une énorme marche de progression à Fribourg. Alors maintenant, c'est vrai que si on regarde Fribourg et puis on regarde ce qui s'est passé hier entre Zurich et Zug, je crois qu'il y a quand même une grosse différence. Mais il y a Fribourg, il faudra en tout cas que des étrangers montent leur niveau de jeu s'ils veulent aller plus loin, ça c'est sûr. S'ils veulent aller plus loin dans les séries, playoffs, passer un quart et puis pourquoi pas aller un peu plus loin, il faudra absolument compter sur les étrangers. Pour l'instant, c'est insuffisant. Le niveau de la défense, pour moi, c'est une belle surprise. On sait qu'on gagne en championnat en défense, mais là, pour l'instant, en attaque, c'est pas ça, mais il y a encore une belle marge de progression. Christian ? Ouais, en fait, encore une fois, on l'a déjà dit, mais c'est vrai. Ce qui sauve Fribourg, c'est son système défensif, mais pas seulement. C'est aussi que c'est une équipe, c'est une vraie équipe. Et en fait, je pense qu'avec un chef, et le chef c'est Dubé, et en fait chaque fois qu'il pousse un coup de gueule et qu'il appuie sur le bouton, ça répond. Et ça, c'est aussi parce que justement ils sont solidaires, ils sont en équipe, ils sont tous conscients, il y a personne qui joue contre l'entraîneur. Après, moi je serais curieux de voir un gars comme Delarose en playoff, parce que autant je pense que dans le championnat il peut être très moyen, autant Delarose ça va être un gars qui va être important. Peut-être que l'équipe de Fribourg est pas aussi flamboyante l'année passée pour les mêmes raisons qu'on sait toujours, parce que Di Domenico était tellement important en termes de goals. C'est souvent lui, quand tu mets un ou deux goals, tout d'un coup les autres c'est plus facile pour tout le monde. Quand tu n'arrives pas à le mettre, c'est vraiment compliqué. Moi je pense que en termes d'efficacité, ils sont pas au top, mais ils sont tellement bien défensivement. Et puis il faut quand même dire une chose, comme l'a très bien dit Mika, ils sont vraiment bien classés en fonction du fait que leur attaque tourne pas, mais rien qu'avec leur défense et avec un gardien titulaire qui est pas là, avec un Hughes qui est en pleine confiance, et j'ai l'impression que voilà, hier il met Jeffrey Meyer, il fait un super match. Et je pense que ça aussi, la confiance et l'ambiance dans cette équipe est bonne. Et le jour où ils se mettent à tourner devant, peut-être qu'ils peuvent vraiment devenir dangereux. On verra. Juste rajouter sur l'aspect défensif quand même, on a parlé des étrangers, mais Vagno, c'est vraiment une belle surprise. Il est vraiment très très sobre, mais il fait vraiment très très bien son travail. Ouais, c'est bon signe. On n'en parle quasiment jamais. Oui, on retrouve le Gunderson. Il a eu des passages difficiles l'année dernière. La précédente saison, il était vraiment au-dessus. Et on retrouve le Gunderson il y a 2 ans là. Et donc du coup, moi je pense que petit à petit les étrangers, l'amalgame ils vont se trouver. Et c'est une équipe qui va être intéressante à voir jouer. Et je rejoins Christian sur Delarose.
Pour moi, c'est un joueur de play-off qui me fait penser un peu à Raffel à Lausanne. Et ça va compter, c'est là qu'on va avoir sa grande force et sa grande qualité, sa grande expérience. Oui, c'est clair. D'ailleurs, quand Fribourg a signé Sivigno, c'est un petit peu le nouveau Mika. C'est un peu le Mika défenseur. Mais c'est vrai, hein, je rigole pas. Il est très stable, très ferme. On n'entend pas parler de lui. Mika, c'était un peu ce type de défenseur. Ouais, il en faut, je pense, dans une équipe, c'est vrai. Puis bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu atypique d'avoir un défenseur défensif étranger. Étranger, c'est parce que c'est un étranger, c'est sûr, mais je crois que le choix tactique de Dubé il est très bon. Hein. Je crois qu'il y a pas beaucoup de GM qui seraient capables, et surtout d'assumer le fait d'engager un défenseur défensif étranger. Donc là encore, le pari est en train de payer. Et c'est vrai que je pense qu'il est aussi, c'est aussi une des clés du succès du système défensif de Fribourg. Et Dubé, il a un budget à disposition, et là où je le trouve assez performant, c'est qu'il optimise ses choix. C'est-à-dire que lorsqu'il a un montant défini pour un joueur, il arrive à aller chercher le joueur, le numéro 1 dans sa liste. Et du coup, Vagno, c'est pas un gars qui coûte extrêmement cher, mais par contre, il est très très précieux dans son équipe. Merci. Ouais, et j'ajouterais juste une dernière chose. Une fois de plus, Berra, il n'a pas été remplacé. Il est payé par l'assurance. Et ça veut dire que potentiellement, ça sera de l'argent pour un étranger ou quelqu'un en play-off. Ouais, c'est vrai que la remarque est intéressante. Pour conclure sur le sujet, c'est vrai que même si j'émets des doutes sur Delarose, lorsque Gauthieron a signé Delarose, moi je me suis dit bingo. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, après plus de 20 matchs, Delarose est à 5 points. Et c'est peut-être un petit peu ça qui est décevant. Surtout si je regarde ses prestations. Je l'avais repéré en fait l'année passée dans le cadre de la Champions Hockey League, et c'est un joueur qui est un joueur d'impact selon moi. Et pour le moment, cet impact, on ne l'a pas. Voilà, on referme le chapitre Fribourg et on enchaîne, Laurent. Avec si vous fait plaisir, avec Bienne, allons-y. Alors Bienne, on avait parlé de ça avec Filippo, ils allaient à Ambry, et puis Filippo avait dit ça va être tranquille pour Ambry. Non. Ouais, il s'est raté là, notre ami Filippo Fritti, qui nous écoute et qui doit sourire. Ouais, mais en plus, c'est normal. Hein, Ambry marchait bien, mais on savait que Bienne allait réagir. Et surtout, blanchi tout le week-end, pas de goal. Saint-Thierry est rentré fatigué de son tournoi avec l'équipe de Finlande. Et là, on a retrouvé le vrai Saint-Thierry, un petit peu plus de structure. Et puis, un gros match à Ambry, parce qu'Ambry a recommencé à très très bien jouer. On est très très content. Et puis après, contre Ajoie, ils ont pas fait un gros match, mais c'était tellement simple de jouer contre Ajoie ce samedi qu'ils ont fait les points. Tu gagnes 2 matchs, 2-0, 4-0, tu reprends confiance, et puis surtout, a priori, il y a Gaëtan Haas qui va revenir. Et ils ont un gros match contre Davos. Donc du coup, hâte de revoir Haas avec Olofsson et Offer. Et voilà, c'est une équipe avec des séquences de victoires et de défaites. Et là, ils sont repartis dans une dynamique de victoire. Michael. Non, c'est vrai. Alors, bien on savait qu'ils allaient se relancer. Hein, c'est vrai qu'ils étaient sur une série un petit peu négative. Se relancer, c'est vrai que le calendrier a fait que c'était Ambry qui sortait de 2 victoires, mais on sait qu'Ambry, ça reste fragile. Hein, c'était comme 8 défaites de suite. Donc là, on va pas dire c'est parce qu'ils ont gagné 2 matchs qu'ils sont sortis de leur spirale négative. En tout cas, mentalement, ça reste très fragile. Donc c'est vrai que d'arriver à Ambry, à Bienne, qu'on sait quand même, ils ont quand même une sacrée armada offensivement. Vraiment, ils ont un week-end plutôt, on va dire plutôt facile. Hein. C'est vrai que défensivement, avec un gros gardien comme ça, on peut se permettre de marquer seulement 2 goals puis de gagner un match. Ça, c'est vraiment l'avantage que tu as d'avoir un gardien de cette envergure. Et c'est vrai que le lendemain, en plus, Bienne à la maison, c'est très très fort face à un Ajoie mentalement faible, et sur la glace avec la prestation, c'était un week-end plus ou moins facile. Donc Bienne, fallait qu'ils se relancent absolument. On savait qu'ils ont eu un début de saison un petit peu surprenant, hein, parce qu'on sait qu'ils commencent super bien, mais d'en enchaîner quand même 10 de suite, c'était comme une surprise pour tout le monde. Ensuite de ça, ils ont eu, c'est vrai, qu'une petite spirale de défaites, mais là, ils sont plus ou moins là où on les attend, et je pense que, comme il a dit Laurent, avec le retour de Haas qui est assez imminent, je pense que ça va donner encore une autre allure à cette équipe. Donc, je pense que ça va être une équipe qu'il faudra aussi attendre solidement dans le top 6 à la fin de la saison.
Ouais, moi je pense que bien, à quelque part, on a toujours l'impression que bien c'est une surprise. En fait, finalement, c'est pas tant une surprise que ça. Et puis surtout, on savait qu'il y aurait des bas. Euh, il y a des bas, mais ces bas, ils n'ont pas duré très longtemps. Et moi, j'étais au match avec Laurent à Genève quand on a vu le match Genève-Bienne. Et en fait, on s'est rendu compte que le point faible de Bienne à ce moment-là, c'était qu'il manquait As et surtout que Seteri était crevé. Euh, du coup, je pense que Bienne, ils s'en sont très bien sortis avec Seteri à Ambry et derrière avec Ajoie qui était vraiment prenable. Et ils se retrouvent avec 2 victoires et ils sont de nouveau relancés. Et je pense que si en plus Gaëtan As revient et puis qu'ils maintiennent leur standard, si c'était ça leur creux, ben franchement, Bienne va finir dans le très haut du tableau, ça c'est clair. Mais les étoiles s'alignent pour eux. Ouais, les étoiles qui s'alignent gentiment. Autre précision apportée, parce que c'est vrai que pour bien les choses sont claires maintenant. Voilà, il déroule. On va dire ça comme ça. Oui, il déroule et puis encore une fois, je voudrais reparler encore de Fabio Fer, mais au début c'était un petit peu la surprise. Après, on sait qu'il a beaucoup progressé, mais quand même il était toujours dans le haut de classement et il continue. Hein, c'est 25 points, 1,09 points par match et surtout dans le volume de jeu. C'est-à-dire que là où il me surprend, c'est que aussi bien défensivement qu'offensivement, dans les duels, il gagne beaucoup de duels. Avec sa grande canne, il arrive et puis il a beaucoup de vitesse et il a beaucoup d'énergie. Puis j'ai parlé un peu avec des joueurs du vestiaire et en plus de ça, on adore le voir jouer, mais en plus apparemment dans le vestiaire, il est vraiment très très simple et c'est vraiment un gars d'équipe. Il se prend pas du tout pour une star. Et franchement, arriver à avoir un joueur comme ça de cette qualité qui sur la durée performe, bah c'est de bon augure aussi pour Bienne et ça fait vraiment plaisir de voir ce joueur évoluer. Alors, Bienne, qui est deuxième du classement avec 8 points de retard sur Genève, mais également un match de moins. Donc, c'est finalement encore assez serré. Et même si on envisage une victoire biennoise sur ce match en retard, ça fait 5 points d'écart entre les deux meilleures formations. Finalement, c'est peu par rapport à une équipe genevoise qui, elle, semble complètement survoler le championnat, planer au-dessus de son championnat. Et surtout qui, après avoir perdu contre Berne, où les joueurs avaient dit d'ailleurs que l'équipe n'était pas prête, eh bien, elle s'est bien récupérée, on va dire, contre Cloton. C'était pas flamboyant, mais enfin, contre Cloton, c'était une victoire importante. Laurent. C'était une victoire importante. Phil Poula qui se fait expulser, Winnie qui a pris la relève. Mais je voudrais revenir sur le match contre Berne. On sait qu'aujourd'hui, les moyens vidéo sont très importants. Et je crois que là, il y a deux choses à faire. Pour les adversaires de Genève, regarder un peu ce qui s'est passé. Et puis, pour Genève, essayer de trouver des solutions quand en play-off on va se faire frapper et qu'on va jouer une fois un Zoug avec un Abdelkader qui va venir à 2000 à l'heure. Donc là, il y a des solutions, du travail à faire des deux côtés. Mais je trouve que Berne a quand même donné une partie de la réponse pour jouer contre Genève. Ils l'ont très très bien fait. Juste pour vous rappeler la situation, début de match, 10 secondes de jeu, Phil Poula qui déborde et il y a mon ami Chervet qui arrive, qui lui met une immense mise en échec et du coup ça a mis le ton. Après à la décharge de Genève sur ce match-là, on les a trouvés un petit peu empruntés. Et le match il a commencé avec 25 minutes de retard dû au fait de l'intronisation et le maillot au plafond pour Bézina. C'était vraiment une très très belle cérémonie d'ailleurs. Et du coup, ça a peut-être joué dans les têtes et dans les corps des joueurs. Mais attention maintenant à trouver des solutions du coaching staff. L'équipe est très très performante. Il y a Vatanen qui va revenir après Noël. Mais par contre, il va falloir arriver à trouver des solutions lorsque il va y avoir beaucoup d'intensité, peu d'espace et que ça va jouer très très physique pour pouvoir aller très très loin. On a beaucoup d'espoir du côté de Genève. Nous, en tant que Romans, on espère qu'un jour une équipe romande arrive à gagner le titre. Donc voilà. Michael Ngoy, on ne vous a pas beaucoup entendu en fait depuis dans ce premier bloc, depuis que Genève survole vraiment ce championnat. Ça fait quand même quelques jours qu'on ne vous a pas entendu dans le premier bloc, quelques semaines. Alors dites-moi un petit peu maintenant le sentiment que vous laisse la formation de Yann Cadieux. Non, alors elle est vraiment impressionnante déjà sur le papier. C'est vrai que maintenant j'ai énormément de plaisir de regarder cette équipe. C'est vrai, alors, quand je vais pas à la patinoire regarder un match, que je suis à la maison, c'est souvent Genève que je regarde parce que c'est vrai que ça a l'air facile. Ils ont une
qualité de joueurs, ils ont un power play, ils ont une profondeur de banc, tout le monde joue bien. Franchement, c'est assez hallucinant de la façon dont ils jouent. Mais encore une fois, comme l'a dit Laurent, il faudra voir quand tout le monde va élever son niveau de jeu. On sait que des fois, c'est pas forcément rendre service de surdominer une saison comme ça et d'arriver à la fin, commencer les playoffs avec une équipe qui va nous rentrer dedans. Maintenant, on ne sait pas encore comment Genève va réussir à gérer les situations de crise. Ils n'ont pas encore eu. Comment on arrive à gérer une situation où on enchaîne les défaites. Les équipes qui l'ont eu pendant la saison, on sait comment le faire. D'une saison à l'autre, ça change. Et je pense que c'est bien de le connaître une fois pendant la saison. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Tout est beau, tout est joli, tout le monde est euphorique à Genève parce que maintenant, c'est vrai que tout le monde commence à parler de titre. Hein. Mais le jour où ça va un peu moins bien, le jour où il y a une équipe qui commence à jouer extrêmement physique, comme Laurent l'a dit aussi, là, peut-être Berne a montré le chemin, comment gagner contre cette équipe. Et moi, je suis content, comme vous. Hein, c'est vrai que j'ai grandi en apprenant à DCT Genève parce que je suis un pur Lausannois, donc c'est vraiment la rivalité. Mais finalement, j'ai aussi envie. Je sais que en tant que Lausannois, j'essaie d'être objectif. Je pense pas que Lausanne gagne le titre cette année. En tant que Fribourgeois aussi de cœur. Je pense que ça risque d'être. Je les mets pas premiers, en tout cas au niveau des romans, au niveau des chances de gagner un titre. Donc, en tant que roman, et c'est vrai qu'on a un petit peu marre de voir toujours les Suisses allemands gagner ce titre. Pourquoi pas Genève, hein. C'est vrai, comme je l'ai dit, j'ai appris à détester Genève, mais là, clairement, si je me dis que Genève a une chance de pouvoir gagner ce championnat, je suis derrière, mais vraiment, ils sont impressionnants. Puis je pense que pour eux, c'est l'année ou jamais pour la gagner. Christian, après on vous passe la parole, Laurent. Ouais. Christian Ponty, ce Genève-là qui va jouer, entre parenthèses, demain contre Rapperswil, c'est un match assez intéressant, ça. On va pas dire révélateur clair. Parce que les Genevois n'ont pas grand-chose à prouver pour le moment. Donc c'est pas un match révélateur. Peut-être même que Rapperswil est un petit peu en dessous désormais. Mais pour en revenir justement, je vais répondre à Rapperswil, mais pour en revenir à Berne, déjà, je trouve que ce que je voulais simplement dire, c'est que pour la première fois de l'année, j'ai vu une équipe qui avait trouvé le mode d'emploi pour jouer contre Genève. Et en fait, c'est effectivement, après sur le premier shift, Phil Poula, il prend un gros hit de Chervet. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est sur le deuxième shift, Noah met un méga hit. Parce que justement, l'importance aussi d'un gars comme Noah Rod dans cette équipe, parce que c'est quand même, en termes d'impact physique, c'est souvent lui qui vient au charbon. Et moi, j'ai trouvé très intéressant de voir que finalement, quand ils ont tué en guillemets Phil Poula parce qu'il a fait un non-match, c'est vrai que j'ai pas l'impression que toute la machine genevoise était déréglée. Et puis après, en termes d'impact sur le jeu, on a vu la patte de Soderholz justement avec Berne, et surtout peut-être aussi dire que finalement le choix, moi honnêtement j'ai vu en Berne vraiment excellent, et je pense que Raffiner peut-être que là il a justifié son transfert parce que ils ont joué à 4 blocs, et ce Berne-là peut être très compliqué à jouer, surtout qu'il manquait Kaoun et qu'il manquait encore Dido pendant ce match-là, et ils ont gagné, et franchement ils ont rien volé. Après, juste pour en finir encore avec peut-être le fait que le championnat et les playoffs, ça sera vraiment deux championnats différents. Moi, j'ai beaucoup aimé le discours à la fin du match de Noah Rod, qui a dit « On était nuls à l'entraînement le matin, on n'a pas commencé le match comme on voulait, ils savaient, et demain, on va réagir. » Et le lendemain, ils sont allés gagner à Cotard. Le parler vrai payant. Le caractère, c'est quelque chose de très important. Exactement. Le parler vrai payant, Laurent. Juste par rapport à cela, il y a deux joueurs aussi on a parlé de Noah Rod, mais Winnick, on n'en parle pas beaucoup. Winnick, on n'en parle pas beaucoup, qui fait un excellent début de saison et qui a été très important à Cloton, rappelant, qui a un excellent transfert. Bertagia, un petit peu difficile. Maintenant, juste pour parler de ce qu'a dit Mika, je veux revenir sur ce qu'a dit Mika. Je crois que le championnat va t'amener une pression folle pour le début des playoffs. Et là, on va voir qu'à Dieu. C'est là qu'on va pouvoir juger le coaching staff. Il a à disposition une Lamborghini là, et c'est là qu'on va voir. Parce que l'année dernière, quand il a repris l'équipe, ils ont très très performé. Après, ils ont perdu au pré-playoff contre Lugano. Et là, la pression, elle va être très très forte en quart finale. Donc là, c'est là qu'on va voir cette équipe. Mais les signaux sont quand même ouverts avec le
caractère. Ce qu'a dit Christian, il y a des joueurs d'impact. On parle aussi de Miranda qui est capable des fois d'envoyer des grosses mises en échec. Donc il y a des joueurs qui sont capables. Il y a Vatanen qui va revenir. Donc en espérant que Desclous soit en santé pour qu'on ait 2 gardiens pour les playoffs. Mais je crois que là on va pouvoir juger cette équipe vraiment sur le quart de finale. Bien, messieurs, le temps passe vite. D'ailleurs, de toute façon, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti, donc on va encore continuer pendant quelques instants. Juste pour conclure sur cette future rencontre de demain entre Genève et Rapperswil, les 2 derniers matchs ont été remportés par Rapperswil, une fois au penalty, une fois au tir au but. Ça, il faut aussi s'en souvenir quand même. Laurent, une petite précision encore? Ouais, juste après, Mika, il donnera son avis, mais juste sur cette semaine, il joue mardi et jeudi. C'est un peu particulier. Et il joue les 2 matchs à la maison et il joue Rapperswil et ensuite Zug. Donc là, grosse semaine pour Genève. On va voir aussi contre des très bonnes équipes suisses-allemandes, voir où ils en sont. Alors, j'aimerais juste préciser qu'il me semble que Chervenka n'est pas là. Hein. J'allais dire, Rapid sur Chervenka, c'est pas la même équipe. Ouais, parce qu'on a vu, hier, on a vu le match d'avant, le Rapid sans Chervenka, c'est juste une équipe ordinaire. Je suis désolé de le dire, cette équipe tourne autour de lui. Demain, s'il n'est pas là, honnêtement, c'est pas le Rapid qu'on a connu depuis le début de saison. Donc, j'espère pour Rapid, puis pas pour Genève, que Chervenka soit là. Sinon, il y a quand même Genève est largement favori si Chervenka n'est pas là. Et on rajoute qu'il manque Jensen aussi, qui n'a pas été remplacé. Donc, il joue à 4 étrangers rapides. Donc, ils font jouer un peu plus les jeunes. Et ils ont une marge au classement, donc ils se permettent ça. Donc, c'est aussi bien pour la formation d'avoir des équipes qui, numériquement, remplacent pas leurs étrangers et arrivent quand même à performer. Mais c'est vrai que Genève, demain, a la faveur du pronostic. La dernière remarque, elle est pour vous, Christian. Et puis pour finir aussi, voilà. Et pour finir, avec Zug, le dernier match contre Zug, Genève leur a mis 6-1. Giannoni s'est fait humilier et je pense que ça va pas arriver 2 fois dans la saison. Ça va être un tout autre match et surtout que Zug, ils sont dans une autre dynamique en ce moment. Ça va être des beaux matchs, des beaux tests. Et avec le retour d'Abdelkader au Vernet. Bon, écoutez, on verra tout ça demain. Rapidement, pour se faire plaisir. Je rappelle le programme de demain soir. Fribourg contre les ZSC Lions. Le derby bernois entre Langnau et le SCB. Servette qui reçoit Rapperswil. Zug qui accueille Lugano. C'est pas mal. Franchement, c'est une très belle soirée à ne pas manquer, évidemment, sur MySports avec les matchs en direct. Messieurs, quel match allez-vous regarder? Moi, je serai au Vernet. Genève. Oui. Allez, Laurent est au Vernet. Michael. Le plus proche de chez nous. Ambry-Lausanne, c'est pas mal. Ambry-Lausanne, vous êtes obligé. Ouais, Ambry-Lausanne, sûrement. Ouais. Christian. Christian, quel est le match? Moi, je risque d'être au Vernet aussi. Ouais, bon. Alors moi, je vais pas faire comme tout le monde. Un bon derby bernois pour une fois. Pourquoi pas un Langnau-Berne? Pourquoi pas? Exactement. Bon, messieurs, je vous remercie. Tous les matchs sont intéressants. Messieurs, une toute dernière précision, parce qu'on va devoir conclure là, franchement. Une toute dernière précision, ou bien on peut y aller et on se donne rendez-vous vendredi? On se donne rendez-vous vendredi. Merci messieurs encore une fois d'avoir participé à ce premier bloc en compagnie de Laurent Perroton, de Christian Ponty, de Michael Ngoy. Émission que vous pouvez, si vous l'avez ratée aujourd'hui en direct à 20h, vous pouvez la réécouter demain matin à 6h ou demain à 13h. Et puis il y a également la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve vendredi. Cette fois-ci, on se retrouvera à Nyon ensemble, enfin, depuis le tête de course qui est un bike and coffee tout près de la gare. Enfin, je vous conseille aussi d'y aller boire un petit café, c'est sympa là-bas. Voilà, merci messieurs. Et je vous vois voir intervenir. Merci à toutes. Merci à tous. Et merci à toutes et à tous surtout de nous avoir suivis encore une fois pour cette nouvelle édition du premier bloc l'After. Rendez-vous vendredi 18h pour le premier bloc Before. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye.